Bonjour à tous et bienvenue sur Relic Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la mise en place et à une partie découverte pour le jeu Kinfire Delve, développé par Kevin Wilson, coédité chez Colossal Games et Incredible Dream pour la version originale, et paru en français chez Matago. Il est à remarquer aussi que sur ce couvercle de boîte apparaît le nom de Katarzyna Redietsuk, qui est, semble-t-il, la directrice artistique qui a contribué aux illustrations du jeu. Je pense que c'est un nom dont on entendra parler de plus en plus à l'avenir, tant la direction artistique est intéressante, même plus qu'intéressante. Elle a attiré mon attention dès que j'ai posé un regard sur la boîte, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acquis le jeu d'ailleurs. Voilà, donc ce sont des illustrations qui ne laissent pas indifférent. Kinfire Delve est un jeu de main de cartes, qui se situe à la croisée des chemins entre Set Watch et Aeon's End, puisqu'il nous oppose à un boss entouré de sbires et d'événements, à la manière des rencontres d'Aeon's End, qui vont s'opposer à nous, à notre progression qui s'effectue non pas dans un donjon ou dans une tour, mais là dans un puits, au fond duquel se terre le grand méchant. Alors, dans cette boîte-là, sachant qu'il existe 3 boîtes de Kinfire Delve, eh bien, nous allons être opposés à Scorn, pardon, d'où le titre de la boîte Scorn Stockage. Dans chaque boîte, du coup, on trouve un boss spécifique, un puits spécifique composé d'épreuves particulières qui rassemblent des combats, des événements, des pièges, et j'en passe, et 2 personnages joueurs que l'on peut soit jouer en solo pur, soit en jeu coopératif à 2 joueurs. Donc un jeu multidimensionnel qui, là encore, propose une invitation qu'il est difficile de refuser, me semble-t-il. En tout cas, nous allons procéder à la mise en place qui est donc très rapide, et ensuite nous nous lancerons dans une partie qui se veut complète, bien sûr, mais s'agissant d'une partie découverte, nous verrons jusqu'où nous pourrons aller, sachant que le jeu est relativement difficile et que pour l'instant, j'ai joué une fois lors d'une partie et je me suis fait rétamer assez rapidement pour diverses raisons qu'on évoquera sans doute dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. La mise en place du jeu consiste à dispatcher sur le plateau, sur la table, le contenu de cette petite boîte. À l'intérieur de celle-ci, on trouve 2 gros paquets de cartes. Le paquet de gauche est subdivisé en plusieurs catégories de cartes. Le paquet de droite constitue ce qu'on appelle les cartes puits. Donc il y a environ 57 ou 58 cartes puits. Ces cartes correspondent à des cartes d'épreuves que nous allons affronter afin de symboliser, thématiquement parlant, notre progression dans le donjon, qui n'en est pas un, puisque là c'est un puits. Une fois que nous aurons atteint le fond du puits, donc la fin du paquet, nous pourrons affronter Scorn, le boss de cette boîte. En début de partie, si on commence par mettre en place la zone de jeu du boss, eh bien, on mélange toutes les cartes de puits, on constitue une pioche face cachée et on va piocher 3 cartes, face cachée également, qui vont être positionnées horizontalement comme ça pour former une défausse. Les défausses à ce jeu sont placées, enfin les cartes défaussées à ce jeu sont placées de manière face cachée justement. Sinon, toujours d'autres cartes de ce jeu. Alors, il y a les cartes de type Scorn, qui sont les cartes du boss. Scorn est représenté par 3 cartes dans ce jeu, et pour une partie, on en sélectionne une au hasard qu'on ne retourne pas, puisque là, il y a une capacité particulière de Scorn qui va être la même sur les 3 cartes, mais de l'autre côté, on va avoir une autre capacité qui sera révélée plus tard en fin de partie et qui est différente sur chaque carte. Donc là, on en prend une au hasard qu'on dispose face cachée devant nous. Alors en principe, cette mise en place s'effectue horizontalement. Moi, j'utilise un plateau, le plateau du marché d'Iron Zen pour verticaliser tout ça. On va voir si c'est
efficient ou pas, mais en tout cas, moi, je sais que visuellement, j'aime bien procéder comme ça. Voilà, mais sinon, la mise en place se fait horizontalement. On a encore un autre type de carte, puisqu'il s'agit de cartes épreuves qui seront utilisées en fin de partie au moment de rencontrer Scorn. Ces cartes-là, avec ce dos particulier, s'appellent des cartes fatigue, donc on les mélange. Elles vont venir s'accumuler au fur et à mesure de la partie à côté de nous pour nous compliquer la vie. Elles peuvent aussi constituer une condition de défaite si jamais on cumule trop de fatigue sous certaines conditions de combinaison des cartes entre elles. Bon, c'est un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qu'on va découvrir bien assez vite, croyez-moi. Enfin, dans ce tas de cartes, et en matière de cartes particulières, on a ensuite 2 decks, chacun dédié à un personnage joueur. Donc on peut en choisir un. Là, on va jouer en solo pur, donc je vais plutôt utiliser le deck bleu, parce que j'aime beaucoup l'illustration. L'autre deck est un personnage féminin, semble-t-il, mais c'est une jeune femme orque, qui a l'air assez dynamique et déterminée, mais que nous n'utiliserons pas pour cette partie. Donc je la remets dans la boîte. Un deck joueur, point sur lequel on va revenir. Et enfin, pour terminer l'inventaire du matériel, on va sortir les 5 dés contenus dans la boîte. Un dé à 10 faces qui va être aussi installé dans la zone du joueur. Et 4 dés à 6 faces qui sont spécifiques et dont on détaillera à la fois la composition et le fonctionnement un petit peu plus loin dans la vidéo. En ce qui concerne la mise en place de la zone du joueur, nous allons simplement utiliser un porte-carte pour placer devant nous la carte héros qui a ce dos-là. Donc un héros assez rock'n'roll hein, qui se jette dans le combat à la manière dont un artiste se jette sur la scène. Cette carte, quand on la retourne, présente le nom de notre personnage qui s'appelle Fane Longstride, qui est poète dans l'âme, voilà, avec un regard perçant, déterminé et à la fois fort sympathique. Sa capacité spéciale, qu'on découvrira tout à l'heure. Une autre carte spéciale et propre à ce personnage est une carte lampe ou lanterne. En début de partie, cette lanterne est éteinte, ce qui implique que nous disposons devant nous cette carte face cachée. Quand elle est allumée, nous retournons cette carte et celle-ci va nous donner une capacité spécifique et nous permettre d'effectuer des actions grâce à elle. Enfin, nous avons 18 cartes portant le profil de Fane que nous allons mélanger. Et ces 18 cartes sont des cartes compétences qui seront jouées au fur et à mesure de la partie et qui nous permettront d'effectuer des actions. En début de partie, nous piochons 8 cartes, ce qui est une condition spécifique, une mise en place spécifique liée au jeu en solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai l'impression que j'en ai 2 là. Alors, les cartes sont assez épaisses mais souples en même temps. Donc, je pense que je vais les sliver. Alors ces cartes ont, oui, la main de cartes que je viens de piocher, s'agissant d'un jeu de gestion de main de cartes, on les révèle et on regarde de quoi elles sont constituées. Alors une carte de Kinfire, d'Elve, est composée de différents éléments. On a toujours le nom de la carte. En principe, ce sont des cartes uniques hein, dans le deck personnage. Ensuite, ici, on a une valeur d'avancement. C'est ce qui nous permet d'effectuer des épreuves, c'est-à-dire que les épreuves ont un certain nombre de points de progression à réaliser, et c'est grâce aux cartes que l'on va essayer de cumuler le nombre de points présents sur les cartes épreuves. Donc, par exemple, si on a une épreuve de 8, eh bien, il faudra cumuler 8 points de progression à partir des cartes et de différentes mécaniques. Sur les cartes, sur certaines cartes de Fane, on trouve également un symbole ici, un icône
qui renvoie à la compétence particulière de Fane, poète dans l'âme. On trouve aussi la capacité propre à cette carte, qui se déclenchera lorsqu'on jouera la carte. Et enfin, ici, dans la bannière du bas, on trouvera la valeur de soutien de cette carte, car une carte peut être utilisée de deux manières, soit en étant jouée en tant qu'action, auquel cas on va déclencher son score et sa capacité, soit en étant jouée en tant que soutien, donc auquel cas le score viendra s'accumuler au score initial de la carte utilisée en tant qu'action. Voilà. Vous remarquez également qu'il existe trois couleurs, quatre couleurs même en fait, de cartes. Il existe les cartes rouges, les cartes bleues, les cartes vertes. Alors là, c'est même une carte bicolore. Dans certains cas, on a des cartes bicolores. Et des cartes alors claires, donc on va dire blanches. Les cartes blanches ont la particularité de correspondre à n'importe quelle couleur. Les cartes rouges vont nous permettre d'affronter des épreuves de type rouge. Alors on verra qu'il y a plusieurs types, sous-types d'épreuves dans chaque couleur, mais il peut y avoir des combats, des pièges, des rencontres, des énigmes, etc. Mais en tout cas, les couleurs symbolisent une forme de domaine de talent dans lequel on doit exceller pour accomplir l'épreuve et la quête. Voilà, et puis en fonction de la couleur de l'épreuve, eh bien, nous devrons utiliser des cartes de même couleur. Alors certaines cartes sont aussi bicolores, oui je viens de le dire, et donc permettent d'étendre un petit peu notre capacité d'action. Les cartes claires, elles, sont des espèces de cartes joker qui remplacent n'importe quelle couleur. Voilà. Et en général, ce sont des cartes plus fortes, mais qui ont souvent une contrepartie, on verra laquelle, dans leur texte, hein, dans leur capacité. Donc en début de partie, on a 8 cartes. On détaillera leur capacité en jouant. En ce début de partie également, pour ce qui concerne le personnage, on place le dé à 10 faces sur sa face 10, puisque lorsqu'on joue en mode standard en solo, on a 10 vies en début de partie. Il existe d'autres niveaux de difficulté, et les niveaux de difficulté consistent à baisser le nombre de vies disponibles en début de run pour le personnage. Là, on est bon pour la zone de Fane. On met nos dés à côté de nous. Alors, les dés vont nous servir à compléter le score de la carte action jouée avec ou sans soutien ce tour. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans le cas où on jouerait bataille de Fade, eh bien, on gagnerait 2 points de progression. Alors, si on avait joué une autre carte rouge, on pourrait augmenter ce score avec 1 point de soutien, joué grâce à Esprit d'équipe, joué en tant que soutien ici. Et à chaque tour, on va non seulement jouer des cartes, mais également lancer les dés. Et les dés vont nous permettre, si on obtient les bonnes phases, de compléter ce fameux score de progression. Pour ce faire, eh bien, il faut obtenir soit une phase de même couleur que la carte action jouée, donc là par exemple du rouge, soit une phase Kinfire, ici, sur un dé spécifique, une phase Kinfire qui, on le voit, est une phase claire, blanche, un petit peu à la manière des cartes Joker dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des cartes type Kinfire, justement. Et donc, cette face remplace n'importe quelle couleur et nous apporte un point de progression supplémentaire. Mais évidemment, le jeu est fait de telle manière que on ne tombe pas à chaque fois sur une face aussi positive, sur une face bonus, mais il existe aussi des faces malus, qui sont des faces d'obscurité. Et à l'inverse d'une face Kinfire qui remplace toutes les couleurs, eh bien la face obscurité, elle ne remplace aucune couleur, ce qui fait qu'elle ne nous rapporte aucun point supplémentaire pour affronter une épreuve qui se dresserait devant nous. Donc voilà, donc on aura tout ça à faire. On va voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est très simple. Mais pour autant, le jeu n'est pas simple du tout. C'est un défi assez salé, c'est un challenge assez lourd à relever. Et bon, donc on verra ce que donne la partie d'aujourd'hui. Voilà, là je vous ai tout dit en termes de mise en place. Je vais simplement
mettre à disposition dans des petits récipients les points de progression pour qu'on les ait sous la main, et puis on démarre. Voilà, nous sommes prêts à nous lancer dans l'aventure. Donc nous allons démarrer par le premier tour. Alors, un tour de jeu à Kinfire Delve se décompose en, que je ne vous dise pas de bêtises, se décompose en 2 temps. Le premier temps consiste à choisir un événement, donc une carte puits avec laquelle on veut interagir. Autrement dit, un défi, une épreuve que nous allons essayer de relever. Donc on va voir ça tout de suite. Et ensuite, eh bien, une phase où on va jouer notre tour. Pour cela, nous pourrons à chaque tour jouer une carte en tant qu'action. En tant qu'action, c'est-à-dire qu'on prendra en compte le score de progression et sa capacité. Donc une carte. On pourra jouer 2 cartes adaptées en soutien, sauf règle particulière annoncée par une carte épreuve, par exemple. Et enfin, nous lancerons nos D6. À l'issue de ce tour et des différentes étapes que je viens de vous citer, nous verrons si l'épreuve est remportée ou a échoué, et nous en assumerons les conséquences qui apparaissent sur les cartes, on va le voir tout à l'heure en détail. En ce qui concerne ce premier tour, nous allons révéler autour de cornes 4 cartes épreuves qui vont être placées sous forme de croix, parallèlement à chaque arête de la carte de Scorn. Donc, première carte, on va la placer en haut, c'est un prisonnier entravé, c'est une carte de type combat, donc elle est bleue, donc nous pourrons utiliser des cartes action bleues pour essayer de vaincre en combat ce prisonnier entravé. En cas de victoire, de réussite à cette épreuve, nous gagnerons la possibilité de descendre de 3 dans le puits. Quand on descend de 3, on défausse 3 cartes à l'aveugle. Si nous échouons, eh bien, nous subirons un dégât, c'est-à-dire que le prisonnier nous aura blessés. Il y a également une capacité au prisonnier entravé. Si vous validez ce défi avec un ou plusieurs points de progression excédentaires, attachez cette carte à Scorn. Donc, une carte attachée à Scorn signifie qu'on la met derrière la carte du boss et que celle-ci aura un rôle en fin de partie au moment où on affrontera le boss. Donc, attention à cet aspect. Là, la contrainte, c'est d'obtenir 7 en points de progression, ni 8, ni 6. 6 étant insuffisant, mais 8 étant excédentaire, et auquel cas, ça provoquerait quelque part la fuite du prisonnier entravé qui irait se réfugier vers Scorn. Donc bon, on va essayer de voir ça du mieux possible. Alors évidemment, il y a des façons d'essayer d'atteindre ces scores. Ensuite, on va placer une carte à gauche. C'est encore une carte bleue, c'est encore un combat. Cette fois, c'est un prêtre abyssal. Alors, c'est une espèce euh, de, de zélote ou de cultiste qui s'oppose à nous. Donc si on arrive à le vaincre, alors il y a également un score de 7 en progression. Si on arrive à le vaincre, on pourra descendre de 2. En revanche, si on échoue à ce, challenge, eh bien on perdra une carte de notre main, ce qui est très grave, hein. Et enfin, il a une capacité, si vous échouez face à ce défi, vous échouerez également face à tous les exemplaires de prêtre abyssal en jeu. C'est-à-dire que s'il y a d'autres cultistes sur le plateau, eh bien, nous subirons 3 dégâts en plus de cet échec par carte que nous ne pourrons pas défausser. Et s'il y a 3 cultistes et qu'on perd, on doit défausser 3 cartes. Donc c'est assez flippant, les cultistes agissent toujours en bande, et on voit que c'est tout de suite difficile, donc on ne va pas le laisser trop sur le plateau celui-là. Ensuite, on a encore une carte bleue, mais cette fois c'est un obstacle, il s'agit des obélisques. Il faut 6 pour dépasser cet obstacle. Si on le dépasse, c'est une carte avec ce symbole-là,
qui nous permettra d'allumer notre lanterne, tout simplement. En revanche, si on perd, eh bien, il faudra récupérer une carte de la défausse et la reposer sur la pioche, ce qui symbolise évidemment le retard pris à observer, à contempler, à déchiffrer les inscriptions et à chercher notre chemin parmi les obélisques. De plus, il y a une capacité, si deux autres exemplaires des obélisques sont en jeu, vous perdez la partie, donc s'il y a trop d'obélisques devant nous, eh bien, c'en est fini de l'aventure. Dernière carte, cette fois c'est un combat encore, mais il s'agit d'un combat plus difficile, puisqu'il nous faudra 8 en point de progression. C'est un Limi acharné. En cas de victoire, nous descendrons de 3 niveaux dans le puits. En cas de défaite, nous subirons 2 dégâts. Dans certains cas, il nous est possible, par des effets de cartes, de défausser des défis qui seraient présents, les défis étant les cartes d'épreuve, mais pas le Limi acharné, qui en fait se focalise sur nous et qui ne nous lâchera pas. Voilà, donc c'est notre 4e défi potentiel. Donc on sait ce qui nous attend, maintenant on va regarder de quoi dispose-t-on en main pour affronter ce genre d'épreuve qui nous fait face. Alors déjà on a des cartes bleues et rouges, des cartes vertes et bleues, des cartes bleues simples. Donc on a déjà des cartes qui correspondent à ce genre d'épreuve. Donc c'est déjà plutôt pas mal, on n'a pas que des cartes rouges qui nous seraient inutiles. Donc c'est déjà bien. Donc les cartes rouges, on peut les laisser de côté. En plus, on voit que la bannière est également rouge, donc elles servent exclusivement à soutenir des actions de type rouge. Donc celle-là, on ne va pas s'en servir tout de suite. En revanche, toutes les autres, potentiellement, peuvent servir. Alors, on a Tempête acérée, qui a 3 en progression, là, par exemple, pour battre le prêtre abyssal, là, qui m'effraie un petit peu, s'il appelle ses copains. Donc, j'aimerais le battre assez vite. Eh bien, je peux jouer cette carte, auquel cas elle va me rapporter les 3 points sur les 7 points nécessaires. Je peux la jouer en tant qu'action. Je peux la soutenir avec, mettons, le Lamento du Destin pour +1, ce qui me donnerait 4 points de progression. Je peux également, si je le souhaitais, alors c'est une simulation, je ne sais pas si je vais faire ça, utiliser Force Mystique pour avoir un point de soutien supplémentaire. Auquel cas, là, si je jouais ces 3 cartes-là, dont Tempête acérée en tant qu'action et les 2 autres en soutien, j'obtiendrais 3, plus 1, 4, plus 1, 5, sur les 7 nécessaires pour battre le prêtre abyssal. Là, j'ai joué mon maximum de cartes, donc je ne pourrai plus jouer de cartes. Comment faire pour obtenir les 2 autres points? Eh bien, c'est là où je vais lancer les dés. Et si j'obtiens une phase Kin Fire, j'obtiens un point supplémentaire. Et à chaque fois que j'obtiens une phase bleue s'agissant d'une épreuve de type bleu pour le prêtre, eh bien, je prendrai un point supplémentaire. Donc, il me suffirait d'obtenir ce score-là ou ce score-là pour atteindre les 7 nécessaires. Donc, eh bien, là, on va se poser la question maintenant, est-ce qu'on fait ça réellement ou pas? Ce qui va bien évidemment dépendre de ce que les cartes proposent, parce que eh bien, ces cartes, selon le moment où elles jouent, peuvent être cruciales ou peuvent être négligeables. En tout cas, leur valeur évolue en fonction des rencontres qu'on va faire. Donc c'est toute la difficulté du jeu et toute la subtilité qu'il propose. Ce qui fait que voilà, on est sans arrêt en train d'hésiter, à savoir est-ce que j'utilise une carte comme action ou comme soutien, est-ce que j'utilise une carte action seule ou est-ce que j'utilise plusieurs cartes, sachant que je ne pioche pas, donc je vais être démuni pour les tours à suivre, etc. Donc on se retrouve en permanence confronté à un dilemme entre avancer de manière plus sûre face à un défi ou économiser ses actions, ses cartes, donc son énergie, pour aller le plus loin possible dans le puits. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple. En tout cas, moi qui débute à ce jeu, je sens le froid de l'acier quand je joue à King Fire Dead, c'est clair. Et bien maintenant, là, je vais regarder 2 minutes ce que j'ai en main, et puis je vous dis à la fois ce que je choisis comme premier défi et comment je le résous. Et puis on se retrouve pour lancer les dés ensemble, quoi, tout simplement.
Alors, voyons ce qu'on a en main. On a équilibre parfait. 2 sur un défi bleu ou vert. C'est tout. C'est trop facile. Alors moi, ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce personnage de Fane Longstride, c'est que celui-ci ne se prend pas vraiment au sérieux. Il est toujours en train de déconner. Voilà, là, il est en train de faire l'équilibriste, j'adore. En tout cas, en plus, cette capacité, enfin, cette action qui nous rapporte 2 en points de progression, est augmentée de plus 2 si on résout un défi de type obstacle. Donc par exemple, si on résout le défi obélisque, eh bien cette carte-là ne vaut plus 2 mais 4. Donc ça devient intéressant, ce qui signifie que potentiellement on peut jouer cette carte en tant qu'action, lancer les dés, obtenir 3 points supplémentaires et avancer dans le donjon. Alors là, ça nous permettrait d'allumer notre lanterne. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, j'ai quoi? J'ai esprit d'équipe. Moi, quand je vous dis qu'il se prend pas au sérieux, voilà, là, il fait le pom-pom girl et il est accompagné d'un petit familier. Là, j'ai l'impression que c'est un espèce de chat qui offre des fleurs. Ah bah non, qui fait le pom-pom girl aussi. Ouais. Et donc, cette capacité, avant cette action, choisissez l'éclaireur qui pioche 2 cartes. Donc là, voilà une carte importante puisqu'elle nous permet de réalimenter notre main de cartes. Donc autant dire que celle-ci, je ne vais pas la jouer en tant que soutien, sauf si j'ai pas le choix, mais sinon je la jouerai en tant qu'action, mais dans le cadre d'un défi vert ou rouge, par exemple le limier acharné, là, pour gagner cette capacité. Ensuite, j'ai attaque coordonnée, 3 en progression. Il n'y a pas de capacité particulière, là c'est du fluff. Ne t'en fais pas, je couvre tes arrières, je le jure sur ma vie. Ouais, donc Fade est un gars ayant le sens de l'honneur. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle propose un soutien de plus 3 face à un combat. Donc là, face aux lignées acharnées, ça pourrait être super bien de l'utiliser en tant que soutien, par exemple. On pourrait utiliser Tempête acérée, plus ça nous ferait 6 en combat déjà, pour un score à atteindre de 8. Donc on n'aurait plus que 2 points à obtenir sur les dés. Pourquoi pas, hein. Ça peut être une première action intéressante. Ouais, pourquoi pas. Après, on a le Lamento sur le destin. Lamento sur le destin. Donc c'est 1 en progression, c'est pas grand-chose. Par contre, il y a une capacité ici de compétence de Fane. Alors, cette capacité, enfin cette icône est importante. Pourquoi? Parce que face à Scorn, on doit prendre en compte cette capacité. Chaque fois que vous choisissez de ne pas jouer une carte compétence pendant votre tour et que vous obtenez une face obscurité sur le dé Kinfire, donc sur ce dé-là, à ce moment-là, vous recevez ce symbole, et ce symbole, c'est une carte fatigue, ce qui veut dire que Scorn, en fait, va nous entraver un peu la manière de Sauron, voilà, qui nous envoie ses sbires. Eh bien, Scorn nous envoie des espèces de malédictions sur nous, euh, à travers cette capacité. Donc, il va falloir prendre en compte cette menace permanente dans le fait de choisir une carte avec ou sans symbole. Quand on choisit une carte sans symbole pour relever un défi, eh bien, on risque de déclencher cet effet-là. Donc c'est assez flippant quand même. Je crois qu'on a tout passé en revue. Non, on n'a pas passé en revue Force Mystique. Donc c'est une carte Joker qui remplace n'importe quelle couleur. Elle a l'icône de compétence, donc elle nous met à l'abri de la capacité de Scorn qui s'appelle l'œil imperturbable. Si vous validez le défi que vous relevez, ajoutez un point de progression sur chaque autre défi. Donc c'est puissant, hein. C'est puissant aussi, puisque si on a plusieurs défis en cours, ce qui est possible, on va voir comment, eh bien, on peut accentuer nos efforts sur tous les défis en même temps. Donc c'est assez fou. Bon, cette carte-là, j'ai pas du tout envie de la jouer, parce qu'elle me permet de piocher, donc je vais la laisser de côté pour le moment. Cette carte-là, face à un obstacle, on va la conserver. Donc, je pense qu'on va jouer ce qu'on a dit, c'est-à-dire tempête acérée plus attaque coordonnée. Donc on joue déjà 2 cartes.
En tant qu'action, on va jouer Tempête acérée. Si vous êtes sur le point de valider les défis que vous relevez avec un coup ou plusieurs points de progression sédentaire, déplacez-les d'abord vers un autre défi. Donc là, si j'obtiens des points en plus, je peux les mettre sur un autre défi. Donc je ne perds rien en fait avec Tempête acérée. Ce qui fait que j'optimise. Donc là, j'ai 3 avec Tempête acérée que je joue en tant qu'action et 3 face à un combat. Ça correspond bien puisque je vais cibler, je vais relever comme défi, et c'est à ça que sert mon petit jeton là demain. Je vais relever comme défi ligné acharné dans un premier temps, qui a 8. Ah oui, mais alors c'est une. Ah bah, je peux pas. C'est une action verte, et là, la couleur de ma carte est bleue. En soutien, elle a une capacité verte. Oui, donc ça ne va pas. Est-ce que j'ai un 3 en vert? Non, j'ai du 2 en vert, ou j'ai du 2 en bleu-vert. D'accord. Ouais, donc non, ça va pas. Donc ce qu'on va faire, on va laisser tomber le limier, on va plutôt essayer de vaincre le prêtre, qui est une menace sérieuse aussi, hein. Comment faire? Eh bien, je cible le prêtre, je joue Tempête acérée en tant qu'action. Si vous êtes sur le point de valider ce défi à relever avec un ou plusieurs points de progression sédentaire, déplacez-le d'abord vers un autre défi. À ce moment-là, je les déplacerai vers le limier, par exemple. Ouais, ça peut être bien. Je soutiens Tempête acérée avec attaque coordonnée pour gagner un +3 face à un combat. Ce qui fait que là, face au prêtre, j'ai déjà 6. J'ai 6. Attention, je ne joue pas de cartes avec le symbole de compétence. Donc potentiellement, l'œil imperturbable peut s'abattre sur moi. Attention aussi, parce que si j'échoue, si vous échouez face à ce défi, vous échouez également face à tous les exemplaires de prêtre abyssal. Bon là, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'autres exemplaires de prêtre abyssal. Néanmoins, on risquerait de perdre une carte hein, si on échouait à ce défi. Allez, on lance les dés pour voir ce que donne ce défi. Alors, nous obtenons une face bleue, une face Kinfire et 2 faces vertes. Alors là, dans le cas présent, les faces vertes ne vont pas être utiles, ni comptabilisées. Nous sommes déjà à 6, on additionne un point supplémentaire, donc ça nous donne 7, et un point de Kinfire qui correspond, enfin qui équivaut à un point supplémentaire bleu, donc 8. Comme nous avons joué Tempête acérée, si vous êtes sur le point de valider le défi que vous relevez avec un ou plusieurs points de progression excédentaire, déplacez-les d'abord vers un autre défi. Ok, donc les points excédentaires, bah, par exemple celui-ci, je vais le déplacer sur un défi qui n'est pas relevé pour l'instant. Donc par exemple, je vais chercher un point et je vais le mettre sur le limier. Voilà, parce que le limier étant à 8, ça va me permettre d'abaisser un peu son niveau de difficulté. Ok. Ensuite, on va résoudre le défi que nous avons relevé, à savoir le prêtre abyssal. Donc résoudre le prêtre abyssal signifie qu'en récompense, nous gagnons le droit de descendre dans le puits de 2 cartes. Donc 1, 2. Cette carte de défi réussie est défaussée dans une zone spécifique à côté du joueur et distincte de la défausse du puits en elle-même. Une fois que nous avons terminé ce tour, eh bien, on défausse les cartes du joueur, utilisé ce tour, et on complète les défis à relever. Alors, le nouveau défi qui apparaît est de nouveau un obélisque, donc c'est un obstacle de 6 qui nous permet d'allumer la lampe. Alors évidemment, c'est une menace sérieuse, très sérieuse, puisque on a déjà 2 obélisques et que la capacité de cette carte obstacle, c'est que si 2 autres exemplaires de obélisques sont en jeu, vous perdez la partie. Donc il va falloir impérativement et urgemment nous débarrasser d'une de ces 2 cartes, ce qui dessine finalement notre objectif pour le prochain tour. Donc on ne va pas chercher midi à 14h, d'autant qu'on a des cartes qui vont peut-être nous permettre d'aboutir à ça, ou un équilibre parfait pour un obstacle, par exemple. Voilà,
ou alors qui, en tant que soutien pour n'importe quel type de défi, nous apporte plus 3 en équilibre parfait. Donc ça peut être pas mal. Ou alors, en tant qu'action, c'est 2 plus de 4 face à un obstacle. Donc je pense qu'on va jouer ça. Voilà comment se déroule un tour complet à Teamfire Delve. Et désormais, il nous reste maintenant qu'à progresser. Donc on va enchaîner les choix, les hésitations, les dilemmes, les, euh, les tentatives de jet, etc. Ce qu'il nous reste à voir, c'est lorsqu'on va relever un défi, mais qu'on va échouer à ce défi. On verra bien du coup ce qui se passe. Que fait-on des points de progression? Qu'en est-il des malus, etc. À la suite de ça, on aura une vue complète du fonctionnement du jeu et on pourra continuer à s'enfoncer dans le puits jusqu'à essayer de rejoindre le boss pour tenter de l'anéantir et de remporter la partie. Tour suivant, donc alors là, de toute façon, hein, c'est l'obélisque le plus urgent. Alors j'aurais su qu'une nouvelle carte obélisque apparaîtrait, j'aurais mis le point excédentaire sur l'obélisque, hein, c'est clair. J'aurais même pas hésité, histoire d'économiser des cartes. Mais bon, là, c'est cuit. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, je pense que vraisemblablement, on va jouer la carte la plus adaptée. Alors, elle est où? Qui est une carte bleue ouverte, équilibre parfait. Donc, elle rapporte 2 points de progression, plus 2 quand on relève un défi obstacle. Donc là, c'est 4. Ici, est-ce que je joue autre chose? Sachant que nous allons lancer les dés pour tenter d'obtenir les 2 points restants. Ou alors est-ce que j'économise mes cartes? De toute façon, ce que je peux utiliser dans le cadre de ce défi, ce sont ces 2 cartes-là, Lamento du Destin pour faire un soutien de plus 1. Ce qui m'embête, c'est que c'est une carte compétence. Ça, ce n'est pas une carte compétence. Ou alors Force Mystique. Si vous validez ce défi que vous relevez, ajoutez 1 point de progression sur chaque autre défi. Ah, c'est bien ça. Ah, les deux sont bien. Celle-ci nous permet de gagner des points de vie, plutôt. Donc de réparer des dégâts, des blessures. Bon, pour le moment, on n'est pas blessé, donc c'est pas super indispensable. Je crois que je vais rester comme ça. Avec 4, sachant qu'il faut atteindre 6, je me dis que c'est possible de faire ça au dé. Et au pire, on échoue, il n'y a pas d'énorme pénalité quand on échoue, hein. La pénalité, c'est de remettre une carte de la défausse sur le puits, qui est quand même relativement acceptable. Par contre, si on réussit, on va activer notre lampe. Donc on va la tenter comme ça, et on verra bien ce qui se passe. Ben, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc c'est un défi bleu. Donc là, on a un en bleu, et on a une carte, une phase Kinfire supplémentaire, ce qui signifie que au 4 de la carte équilibre parfait s'additionne 2 points. Par conséquent, j'avais oublié de cibler l'un des deux. On atteint bien les 6 du défi obélisque. Ce qui va nous permettre d'activer, donc en récompense, notre lampe. Alors, activer la lampe, eh bien, on retourne la carte et désormais, celle-ci est disponible comme n'importe quelle carte compétence pour l'utiliser lors d'une action. Alors là, c'est pause, accord de l'âme. Donc on voit que la lampe de Fane est allumée et qu'il la brandit. Après cette action, piochez 4 cartes. Et en plus, c'est une action joker qui nous confère 5 points de progression. Donc autant dire que la lampe de l'éclaireur est extrêmement puissante. Ce défi est mis avec les défis réussis. Voilà. On va défausser notre carte et réalimenter le tableau des défis. Hop. Alors, cette fois, oula, c'est un nouvel obstacle avec un niveau de 10. C'est une cathédrale sinistre. Magnifique. Si on parvient à relever ce défi, on peut descendre de 5 dans le puits. Sinon, le malus est constitué par 2 dégâts, c'est-à-dire qu'on perd 2 vies. De plus, difficulté plus 8 à tous les exemplaires du prêtre abyssal. Oh là 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 là.
Ah, c'est monstrueux ça. Ça veut dire que si des cultistes arrivent, compte tenu qu'il y a leur maison sur le plateau, eh bien, ils sont surpuissants, sur deux, et prêts à en découdre avec toute la force qui incombe à leur sinistre groupe. Donc effectivement, cette carte-là me fait un peu peur aussi. Alors heureusement, on a battu le cultiste au premier tour, mais c'est vrai que on est en train de se rendre compte que les cartes se combinent entre elles et que les défis, du coup, peuvent devenir excessivement difficiles à relever. Parce que là, le prêtre, tout à l'heure, il avait un niveau de 7. Plus 8, ça voudrait dire qu'il a atteint un niveau de 15. S'il y a plusieurs prêtres à battre avec un niveau de 15, je ne vous dis pas l'angoisse. Eh bien, je vais réfléchir 30 secondes à ce qu'on fait, et puis on se retrouve pour un nouveau tour. Pour choisir, je pense qu'on va quand même jeter un œil à nos cartes rouges, parce que là, la sinistre cathédrale est une carte rouge. Alors, en rouge, on a bataille de Fade. Donc 2, 1 point, enfin, c'est une carte compétence. Lorsqu'un éclaireur subit un ou plusieurs dégâts, défaussez cette carte pour ignorer un dégât. Ignorer plus un dégât par carte rouge défaussée par n'importe quel éclaireur. Donc voilà, si on défausse des cartes, on peut limiter les dégâts, justement. Ensuite, esprit d'équipe. Avant cette action, choisissez l'éclaireur qui pioche 2 cartes. Ces dernières peuvent être conservées ou utilisées pour soutenir cette action, quelle que soit leur couleur. Donc là, dans un défi rouge, je pourrais utiliser esprit d'équipe et piocher. Sinon, j'ai formation militaire. 3 en niveau de progression. Avant cette action, vous pouvez défausser un défi que vous ne relevez pas. Ouais. Bah alors ça, il serait tentant de défausser la cathédrale. Sauf que pour ça, il faudrait que j'ai un autre défi rouge devant moi. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais garder mes cartes pour les défis rouges en espérant relever un nouveau défi rouge. Et on va peut-être s'orienter vers le limier acharné. Alors le limier acharné, c'est esprit d'équipe qui pourrait nous permettre de le jouer. Il faut atteindre 8-1, donc 7. Là, on aurait 2 qui nous amènera à 3, plus 1, avec force mystique, 4, ce qui nécessiterait d'obtenir 3 sur les dés. Bon, c'est beaucoup. Autre solution, on utilise notre lampe. Alors, notre lampe n'a pas d'effet de soutien. Elle est utilisée impérativement comme action. En revanche, elle nous permet de piocher 4 cartes. Ouais, bah, je crois qu'on va faire ça, en fait. On va attaquer le limier acharné. Je vais me rapprocher de lui. On va attaquer le limier acharné avec notre lampe à la main. Sachant qu'il a 8-1, 7, on est déjà à 5, il nous faut obtenir 2 pour remporter cette action. Et en plus, on pourra piocher, ce qui est très bien, puisqu'il nous reste assez peu de cartes. On va faire ça. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je soutiens cette action? Le truc, c'est que toutes les cartes sont intéressantes, peut-être moins bataille de Fade. Je ne suis pas blessé. Et ça, c'est une carte compétence. Alors attention, hein, le fait de jouer en tant qu'action accord de l'âme, c'est comme si je ne jouais pas de carte compétence. Je crois que je vais la tenter comme ça. On va économiser nos cartes en ciblant le fin limier et on va lancer les dés, on verra bien ce qui se passe. Alors, on obtient ça. Bien, j'ai l'impression que ça va être bon. On obtient une phase verte et une phase Kinfire, donc 2 points dans le cadre de ce défi, puisqu'on avait déjà un point d'avance. Donc 7 plus un 8, le limier acharné est battu. Le limier acharné est battu. Ok, donc ça c'est très bien. Puisqu'on réussit ce défi, on descend de 3 dans le puits. On défausse limier acharné dans la pile des défis réussis. La lampe n'est pas défaussée, elle est réinitialisée, c'est-à-dire qu'elle est de nouveau éteinte. Donc là, on ne peut plus disposer de son action jusqu'à la réallumer. Mais on a un obélisque ici, donc c'est plutôt une bonne chose.
On n'oublie pas que cette carte, lorsqu'on a joué accord de l'âme en tant qu'action, on pioche 4 cartes pour renforcer notre main. Donc là, on était à 5 cartes, il n'y a aucune limite, hein. On peut tout à fait compléter notre main indéfiniment. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on a des cartes vertes, rouges, on a tout. Donc ça veut dire que pour les prochains défis, on a l'embarras du choix. Il nous reste quelques cartes dans notre défausse, on va voir que ça a son importance aussi. Il ne faut pas piocher non plus toutes les 5 minutes parce que, à force de récupérer des cartes, on s'épuise. Et si on s'épuise, eh bien, comme son nom l'indique, on va récupérer à un moment donné une carte épuisement. Ce qui est bien sûr très négatif pour l'avancée de notre aventure. On n'oublie pas d'enlever les points d'avancement inutiles et on révèle une nouvelle carte. Alors cette fois, c'est un autre prisonnier entravé. Si vous validez ce défi avec un ou plusieurs points de progression excédentaire, attachez cette carte à Scorn. Alors, donc il n'y a pas d'effet hein, sur la multiplication des cartes prisonniers entravés devant nous. Donc ça, c'est pas trop grave. Après, le fait qu'il soit attaché à Scorn, bon, c'est un problème, mais c'est pas un problème immédiat, on va dire. Donc, bon, ça peut peut-être s'entendre, alors qu'on est au tout début de la partie. Peut-être que plus tard, la situation va devenir compliquée et qu'on n'aura plus le choix. Mais là, pour le moment, on peut peut-être se permettre de laisser un prisonnier entravé être attaché à Scorn. Qu'avons-nous aux mains? Bah, je regarde un petit peu mes cartes et puis on voit ce qu'on fait. Je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc un peu particulier qui nous fait progresser, mais qui nous fait pas forcément progresser dans le puits. Et oui, parce que j'ai plusieurs cartes là que je trouve intéressantes. Donc je pense qu'on va utiliser Sourire Ravageur pour progresser au niveau du défi obélisque. On a tout à fait le droit, en fait, lorsqu'on relève un défi, d'échouer, auquel cas les points de progression accumulés pendant le défi, par exemple 2, seront affectés à ce défi et se cumuleront pour la fois suivante lorsqu'on voudra le rencontrer de nouveau. Donc c'est un peu l'idée que j'ai, c'est d'utiliser Sourire Ravageur. Pourquoi? Parce que sa capacité est la suivante. Après cette action, s'il vous reste une ou plusieurs compétences en main, vous pouvez y remettre cette carte. Donc là, j'aurai des compétences en main, ce qui fait que Sourire Ravageur, je ne le défausserai pas dans ma défausse, mais je la remettrai en main. Et je vais pouvoir l'utiliser éventuellement plusieurs fois pour relever des défis comme ça qui seraient moins problématiques en matière de malus, de pénalité liée à l'échec. Ce qui me permettrait aussi peut-être d'écréter Obélisque sans réel coup de carte, juste en reculant un peu, en perdant du temps parce que j'ai l'impression que je cherche mon chemin. Mais à la finale, je pourrais activer ma lanterne, enlever cette carte, éloigner le risque de multiplication des obstacles obélisques devant moi, sans perdre de carte. Donc ça pourrait être une super opération. Donc je pense que là, on va faire ça. Après la question, est-ce que je booste un peu cette action avec une carte? Alors de toute façon, je regarde les cartes que je peux utiliser. Je peux utiliser les cartes Joker, les cartes avec un soutien bleu ou une action bleue. Et c'est tout, hein. Voilà, donc toutes celles-là, non. Donc Sourire Ravageur, vraisemblablement, je pourrais utiliser Force Mystique, mais ce qui m'embête, c'est de ne pas utiliser sa capacité. Ça, à la limite, je l'utiliserai en toute fin de résolution d'obélisque. Charisme, avant de lancer les dés, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes. Donc là, pareil, ça m'embête de dépenser cette carte, sauf si je l'utilise en tant qu'action, bien qu'il y a une petite nuance à apporter à cette capacité. Chaque carte piochée réduit de 1 la valeur de cette action. Donc je pourrais éventuellement finir aussi l'épreuve d'obélisque ou finir une épreuve à l'aide de cette carte. Et puis sinon, j'ai Destinée exceptionnelle. Alors ça, c'est une carte énorme. Après cette action, vous pouvez défausser une carte compétence pour allumer votre lanterne ou défausser une fatigue. Ça, c'est ultra puissant. Et les fatigues, on va en avoir dans pas longtemps.
Pour l'instant, on est passé au travers, mais ça peut arriver assez vite, hein, notamment à cause de l'œil imperturbable de Scorn. Donc autant vous dire que cette carte, je vais la conserver et que nous allons jouer comme ça. Voilà. Nous allons jouer le sourire ravageur, qui est vraiment cool en termes d'illustration, il est vraiment bien représenté. Alors il y a peu de chances qu'on y arrive, hein, sauf si on obtient 4 points de, de défi, enfin de progression, mais ce serait étonnant. Le seul vrai risque qu'on a, c'est de tomber sur une face obscurité. Ça, par contre, on va pas pouvoir y faire grand-chose, à part défausser une carte pour relancer les dés, ce qui est la capacité de Feign Long Stride, dont je ne vous ai peut-être pas parlé encore, je me souviens plus. On va voir ce qui se passe. Bien, et en attendant, c'est pas mal. Alors, on ne va pas réussir, mais on obtient une face Keen Fire, donc c'est 1 point, 2 faces bleues, donc 2 points supplémentaires, donc on est à 5 en tout. Il va nous manquer 1 point, ok. Le défi obstacle obélisque était relevé contre 6 points. Là, on en obtient 5, donc on va les poser directement. Tiens, j'ai oublié encore de cibler. Donc, je pose les points d'avancement obtenus. Comme on a échoué, on applique le malus. Donc là, on augmente le chemin à parcourir. Donc on retourne une carte de la défausse vers la pioche, sans savoir toujours de quoi il s'agit. Mais alors qu'en principe, on devrait perdre une carte, la défausser, et bien celle-ci, après cette action, s'il vous reste un ou plusieurs points de compétence en main, et il nous en reste. Il est où? Ouais, il y en a 2 là au moins. Eh bien, cette carte retourne dans votre main. Voilà, vous pouvez y remettre votre carte. Donc on récupère cette carte. Ben, je trouve que c'est une super opération, d'autant que ben, j'ai beaucoup avancé dans l'obélisque et ça m'a coûté qu'une carte défi. C'est rien du tout. La question aussi qu'il se pose, c'est est-ce que je jouerai pas au prochain tour Force Mystique toujours sur l'obélisque pour gagner. Ah non, mais mieux. Et relever, ajouter 1 point de progression sur chaque autre défi. Ça pourrait être une solution. Ouais, pour avancer sur les 3 autres défis, quoi. Notamment la cathédrale sinistre. Ouais, parce que mine de rien, repasser de 10 à 9 sur la cathédrale sinistre, eh bien, c'est un réel pas en avant, quoi. Ouais, j'aurais bien envie de faire ça, d'autant que j'ai toujours mon sourire. Ah bah non, parce que le sourire ravageur, c'est une carte bleue. La cathédrale sinistre est un obstacle. Bon, faut que je réfléchisse un peu, on va voir ça. Alors, après une brève réflexion, je pense que je vais jouer en tant qu'action Force Mystique, en ciblant toujours l'obélisque, enfin les obélisques qui se dressent devant nous. Pourquoi? Parce que Force Mystique a un niveau de progression, ce qui suffit à atteindre le score attendu, donc à remporter la récompense qui consiste à allumer ma lanterne. En plus, Force Mystique me protège face à l'œil imperturbable, puisque je vais jouer une carte avec un symbole compétence de Feign. En plus, je vais bénéficier aussi de son effet. Si vous validez le défi que vous relevez, ajoutez 1 point de progression sur chaque autre défi. Et là, je vais forcément le valider, puisque avec 1 point, j'atteins le score attendu. Donc, eh bien, on y va, on part là-dessus. Là, finalement, peu importe le résultat du dé, même si on est obligé de les lancer, on se moque totalement des résultats du dé, y compris la face obscurité. Et c'est tant mieux, parce qu'on a une face obscurité, on a 3 faces vertes, donc on a 0 point supplémentaire, mais ça n'a aucune importance, puisque 1 va nous suffire à atteindre les 6 fatidiques pour rencontrer un succès face à ce défi. Ce défi, en tant que récompense, nous permet d'allumer notre lampe, notre lanterne. Celui-ci est défaussé dans notre pile de réussite.
En revanche, là, ce coup-ci, ce n'est pas comme sourire ravageur, la carte est défaussée. Donc là, on n'aura plus, ce qui nous fait une carte récompense de moins. On va maintenant révéler un nouveau défi. Ah, c'est de nouveau un prisonnier entravé, ben, décidément. Alors, je ne sais pas exactement combien il y en a par couleur et au total. Mais là, c'est déjà le troisième. Bon. Euh, Alors après, ça fait potentiellement beaucoup de cartes attachées à ce corne, quoi. Donc éventuellement, il faudrait peut-être défausser un prisonnier entravé, ce serait peut-être le plus simple. Mais on peut défausser un défi qu'on relève pas. Oh, j'oubliais, grâce à Force Mystique, puisqu'on a validé le défi qu'on a relevé, on peut ajouter un point de progression sur chaque autre défi. Donc on va ajouter un point de progression sur les 3 défis, de haut en bas et de gauche, pas sur le nouveau défi que je viens de révéler. Donc là, le prisonnier entravé passe à 6, la cathédrale passe à 9, et le prisonnier entravé du haut passe à 6 également. En revanche, celui-ci n'est pas concerné. Ok, bon. Là, ce qui est super, c'est qu'en plus de toutes nos cartes, on a notre lampe. Alors, on pourrait éventuellement relever la cathédrale sinistre, hein. Ça, moi, ça me paraît faisable maintenant. Parce que là, on a 5 avec la pose accord de l'âme. En plus, on peut piocher derrière. Alors, pourquoi j'envisage de piocher? C'est parce que avec un défi de 9, si je considère que je peux prendre un ou deux avec les dés, eh bien, il me faudrait au moins, donc 5 et 2, ça fait 7. Il me faut encore 2 points en soutien. Je pourrais utiliser charisme, par exemple, pour soutenir cette action, ce qui me donne 2 points. Ah, mais non, c'est rouge. Non, je dis des bêtises. Non, par contre, je pourrais utiliser formation militaire, qui me permet de gagner 2 en soutien. Sa capacité, elle est intéressante quand même, c'est avant cette action, vous pouvez défausser un défi que vous ne relevez pas. Ça nous permet de nous débarrasser d'un défi qui serait gênant quand même. Donc, ça peut arriver, il y en a des très très compliqués. On pourrait aussi utiliser l'esprit d'équipe, mais ça m'ennuie parce que c'est un piocheur, donc non. On pourrait utiliser la bataille de Fade, qui nous permet de récupérer des points de vie. Pour le moment, on n'en a pas perdu. En revanche, c'est une des dernières cartes qui comporte notre compétence. Donc attention, ouais, c'est même la dernière. Donc là, si on n'a plus de cartes... Ah non, si on joue le Lamento du Destin aussi, on a le Lamento du Destin. Ouais. Donc on a encore une carte compétence en main. Alors je ne sais pas s'il y a des effets néfastes quand on n'a plus du tout de symbole de ce type-là, mais bon, c'est quand même à considérer. Où ai-je mis ma lanterne? Elle est là. Bon, je regarde ça, on va voir ce qu'on fait. Pour ce tour, je pense que je vais rejouer avec, une nouvelle fois, mon sourire ravageur, pour avancer sur un prisonnier entravé. Pourquoi? Parce que le malus n'est pas si conséquent que ça, et ça me permettrait quand même d'avancer. Je me dis que avancer tout de suite sur la cathédrale, c'est pas forcément l'urgent. J'ai sûrement d'autres cartes rouges. Alors, je connais pas bien le deck encore de mon personnage, malheureusement, hein, ce qui change les choses, je pense. Et j'ai pas envie de piocher tout de suite. Donc, je vais conserver ma lampe pour un petit peu plus tard. On va voir ce qui apparaît. Je ne veux absolument pas perdre ma formation militaire qui me permet de virer un défi qui me poserait problème. Esprit d'équipe, c'est un piocheur, donc je veux le conserver aussi. Éventuellement, bataille de Fade me servira pour aider à vaincre la cathédrale sinistre, comme l'instinct de survie. Donc, pour l'instant, destinée exceptionnelle, ça je veux la garder parce que ça me permet de virer une fatigue. Donc pour l'instant, je pense que je vais jouer Sourire Ravageur. Je ne vais pas la soutenir avec Lamento sur le destin parce que c'est ma dernière carte compétence et je veux bénéficier de l'effet de Sourire Ravageur. Donc je vais être prêt à prendre une blessure, tant pis, mais je vais avancer sur le prisonnier entravé du bas ou du haut, c'est la même chose. Donc on va faire ça. Donc en tant qu'action, je joue Sourire Ravageur.
Je cible le prisonnier entravé. On va lancer les dés. Alors là, ça me fait 2 plus 1, 3. Il faudrait 4 pour battre le prisonnier entravé. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Ouais, bah, ça me fait comme tout à l'heure. J'obtiens, voilà, franchement, j'ai du bol quand même. J'obtiens un dé Kingfire et 2 dés bleus, ce qui signifie que j'avance sur ce défi de 5. Donc j'arrive à 6. À un près, je réussissais le défi. Énorme. Malheureusement, puisque je ne réussis pas, je vais subir un dégât, donc je passe à 9 points de vie, ce qui n'est pas encore trop dramatique. Ce défi reste en place, mais au lieu de défausser mon souhait ravageur, puisqu'il me reste une carte compétence, je le remets dans ma main. Et donc, il va me servir, encore une fois, pour finir le prisonnier des entraves. Waouh, c'est assez monstrueux quand même. Le sourire ravageur est une arme redoutable. Ouais, le charme de Fane agit, mais de manière incroyable, quoi. Je suis en train de comprendre la manière dont on s'en sert. Ah, j'ai 2 cartes compétences, en fait. Et c'est assez incroyable. Ouais, c'est une petite carte qui n'a l'air de rien, mais en fait, elle est super balèze pour les défis bleus. Alors, à propos des couleurs, je ne vous ai pas donné la signification des couleurs et entre-temps, je les ai retrouvées. Le bleu correspond à des épreuves liées à la sagesse, le rouge à la force et le vert, alors le vert correspond à l'habileté. Nouveau tour. Alors là, ce qui m'embête, c'est que si j'utilise mon sourire ravageur sur le prisonnier entravé, je vais dépasser la valeur du défi et donc je vais attacher le prisonnier entravé à Scorn, c'est-à-dire qu'il va se retourner un peu contre nous au lieu de rallier nos défis réussis. Est-ce que j'aurais moyen? Ouais, je pourrais utiliser la manteau du destin.